Donc bonjour Monsieur Gérard Holtz, vous êtes ici sur Nice pour présenter votre œuvre Les 100 histoires du sport au féminin. Et hier soir, pendant les Vous aurez la musique, vous l'avez répété, et même lors d'une interview chez Michel Drucker, que vous vouliez vraiment que ça soit au féminin et pas deux, parce que pour vous ça serait une sous-catégorie du sport. Quel rapport avez-vous avec le sport féminin ? Pendant des années, j'ai vécu dans un monde qui était plutôt macho. Ça a commencé à l'école de journalisme, où les profs ne voyaient pas forcément d'un bon œil que des femmes viennent avec nous dans la section sport. Et puis de toute façon, il n'y avait pas beaucoup de jeunes femmes qui venaient spontanément dans la question, dans la rubrique sport. Parce qu'elles se disaient, je pense, qu'elles ne seraient pas bien accueillies. Elles préféraient faire de la culture, de l'économie, de la politique, déjà à l'école de journalisme. Et c'était encore pire quand je suis rentré après au service des sports de France Télévisions, puisque je suis resté pendant 44 ans sur le service public. Là, j'ai été vraiment entouré par une belle bande de machos. C'était très simple, mais certains de mes confrères, pas tous, mais certains, ne supportaient pas l'idée qu'une femme puisse commenter du football, du rugby, du handball, participer aux Jeux Olympiques. Au bout de quelques années, Robert Chapat, qui a été mon premier patron, a accepté, par exemple, qu'une femme enfin vienne autour de la table dans le stade de Christine Cuzin. Et puis ensuite, ils ont accepté aussi, mais parce qu'elle était championne de France de son hauteur, que Marie-Christine Debours vienne aussi. Mais c'était un exemple où il y avait 20 mecs autour. C'était vraiment difficile. Et puis ensuite, ça s'est propagé aussi à des patrons de télévision. C'est-à-dire que pendant très longtemps, des patrons, des programmateurs ont dit pas de sport de très haut niveau sur les grandes antennes. Oui au football masculin, non au football féminin. Ils pensaient que ça ferait jamais de l'audience. Et le temps est passé. Et je me suis dit quand même qu'un jour, il faudrait que je pousse à une sorte de cri, il faudrait que ce soit un manifeste, quoi. Et c'est comme ça que j'ai écrit le bouquin avec mon fils Julien, en disant, au moins, on va mettre en vedette de belles histoires de pionnières, de femmes qui ont été les premières à faire des choses, qui se sont battues justement pour ça, pour l'égalité homme-femme en sport, et puis des histoires de compétition, et évidemment aussi des tricheuses, comme Marion Jones par exemple, qui est passée à travers tous les contrôles antidopage absolument incroyables. Il a fallu que quelqu'un la dénonce pour qu'elle aille en prison. Donc mon idée c'était ça, avec ce livre-là, c'est un manifeste pour plus de sport féminin, plus de sport au féminin, et à la fois la télévision, que les clubs fassent des efforts, que les fédérations fassent des efforts. Voilà, c'est ça l'idée. Vous nous parlez dans votre ouvrage de plusieurs sportifs de très haut niveau. Althea Gibson, par exemple, qui a remporté le Roland Garros en 1956, qui a fortement influencé Serena Williams, qui s'est battue pour ça. Asiba Boulmerka, première championne olympique africaine en athlétisme en 1992, et bien d'autres. Pour vous, quelle est la sportive qui vous a le plus impressionné dans son geste, ou même par exemple le marathon de 1967, où la coureuse a été... Oui, Catherine Switzer. Alors, il y a deux catégories. J'ai toujours eu un vrai coup de cœur pour les pionnières, moi, pour les femmes qui se lançant dans une activité, ont réussi ou pas, ou échoué parfois, mais au moins ont tenté des choses. C'est des choses qui me touchent beaucoup. Oui, c'est vrai, par exemple, qu'Althea Gibson, l'histoire d'Althea Gibson, 1956, parce qu'elle est noire, aux États-Unis, au moment de la ségrégation, elle dormait dans sa voiture. On ne lui permettait pas d'aller dans le vestiaire ou de manger au restaurant comme les autres joueuses de tennis, ce qui est incroyable. Et elle gagne Roland Garros en 56, donc en recevant des fleurs et en se disant, mais il y a des pays sans ségrégation, quoi. Et c'est vrai que Serena Williams, de temps en temps, cite Gibson dans ses propos. Mais j'aime beaucoup, par exemple, une femme qui est très peu connue, qui s'appelle Alice Milia. Alice Milia, c'est la femme qui a osé contrecarrer le baron Pierre de Coubertin. Coubertin, pendant très longtemps, Coubertin, c'est lui qui a rénové les Jeux Olympiques. Mais on ne le place pas à sa vraie place parce qu'on oublie qu'il a été misogyne de façon incroyable dans ses écrits pendant des années. Il lui disait, les femmes, c'est pas bon pour la compétition, c'est juste bon pour remettre des fleurs aux vainqueurs. Et il a fallu que Alice Milia crée une société sportive féminine
et commence à faire peur à l'organisation de Coubertin, c'est-à-dire aux Jeux Olympiques, en organisant à Monaco même, en 1921, une grande manifestation avec plein de sportives. Coubertin s'est dit, mais ça va commencer à nous échapper, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes peuvent aussi le faire. Coubertin a lâché du lest, il a quitté le Comité olympique international et juste après, en 1928 à Amsterdam, les femmes sont entrées vraiment aux Jeux olympiques. Alice Milia a fait un travail formidable. Il y avait vraiment un courant, dans la société d'ailleurs, c'était pas seulement dans le sport, très macho. C'était les femmes en robe, les femmes à la cuisine et pas de femmes dans le sport. Et grâce à des femmes comme Alice Milia, il y a eu des progrès considérables qui ont été faits. Du coup, vous avez dû être très heureux en 2007, lorsque les subventions pour les gagneuses, enfin, pour Roland Garros, pour celles qui remportaient Roland Garros, c'était égal à aux hommes, c'est-à-dire environ 2,2 millions d'euros. Et récemment, que TF1 les diffusait en intégralité, les championnats du monde de hand féminine, qu'est-ce que vous ressentez de cette évolution ? C'est la marque de progrès petit à petit. Petit à petit, c'est marche par marche, c'est centimètre par centimètre. C'est vrai mais c'est une bataille. C'est une bataille. Là, dans la conférence dont on va parler tout à l'heure, je vais le dire, c'est la fameuse maxime de 1968, c'est-à-dire ce n'est qu'un début, mais continuons le combat. C'est un vrai bon début. C'est vrai que TF1, oui, pour le handball, mais c'est vrai aussi pour la Coupe du Monde de football féminine, qui va avoir lieu du 7 juin au 7 juillet. TF1 et Canal vont retransmettre tous les matchs, ce qui est une grande première. Et ça montre l'intérêt aujourd'hui qu'on porte au sport féminin. Donc là, c'est vraiment une victoire. Ça, c'est vraiment une victoire. Puis l'histoire de Roland Garros, oui, mais il a fallu attendre quand même 2007, alors que ça existait depuis 1973 aux États-Unis grâce à Billie Jean King. C'est des petits pas. Le combat est loin d'être terminé. Pourquoi avoir choisi Laura Flessel pour faire la préface de votre livre, la multiple championne olympique, pourquoi pas une autre? Parce que c'est une guêpe et qu'elle pique, c'est son surnom. Parce que d'abord, je suis en admiration devant Laura, qui était une femme, on le dit pour les hommes, imen sane in corpore sano, c'est-à-dire quelqu'un, un esprit sain dans un corps sain. C'est une honnête femme qui beaucoup travaillé pour être à son niveau, qui a été la meilleure du monde en épée féminine et qui, en plus, elle était ministre quand elle a accepté de faire la préface. Donc, moi, je suis en admiration devant elle. Et puis, gentiment, elle m'a dit « Mais Gérard, je ne peux rien te refuser parce qu'on s'est connus avant qu'elle atteigne le sommet. On s'est connus au sommet, on s'est connus ministre. Je l'ai connue ministre. Et elle m'a dit « Ce serait un plaisir avec toi d'aller dans le même sens. » Quel est votre plus beau souvenir lors de votre carrière sur le sport féminin ou une athlète en particulier? Lorsque les Françaises, là, vont être championnes du monde en football. C'est-à-dire le 7 juillet à 17h à Lyon, enfin pas à 17h, mais 2 heures plus tard, elles vont être championnes du monde, enfin, puisqu'elles ont souvent bloqué en quart de finale. Non, c'est demain, à chaque fois, le souvenir, parce que j'ai des énormes souvenirs. Carole Montillet en ski, qui gagne les Jeux Olympiques, Amélie Mauresmo, numéro 1 mondial, ou qui gagne Wimbledon, Florence Artaud, quand elle gagne la Route du Rhum, et qui en plus après était devenue une de mes amies. Et puis des rencontres. Isine Bayeva, par exemple, championne olympique de saut à la perche, qui a été extrêmement sympathique avec moi, qui a accepté des interviews. Jeannie Longo, très mauvais caractère, mais avec moi ça passait. Ça passait parce qu'il y avait du respect dans les deux sens. Donc j'ai beaucoup de belles rencontres. C'est le métier de journaliste, hein. Ça permet des belles rencontres, ça permet de rêver, de rencontrer justement des gens qui sont pour nous des modèles et avec qui ensuite on peut parler. Ouais. Comment avez-vous réagi lorsque l'histoire sur la Ligue du LOL est sortie et que ça ciblait des anciens élèves des écoles de journalisme et ceux de grands médias nationaux? C'est une turpitude, voilà, c'est une turpitude de menacer, de se servir de ce nouvel instrument Internet pour menacer, pour faire peur, pour détruire des gens. C'est une turpitude. Et quelles sont vos prochaines envies et objectifs pour le futur ? J'ai des pages entières. Je me fais des pages de to-do, moi, en anglais, à faire. Donc, traverser l'Atlantique à la voile, passer mon brevet de pilotage pour un petit avion. Je rêve, par exemple, de piloter un Stamp. C'est l'avion deux ailes de Out of Africa, du film.
je veux refaire le Mont Blanc, je veux emmener ma femme au sommet du Mont Blanc, parce que j'ai emmené mes fils maintenant. Je vais sortir un bouquin sur le vélo, je vais refaire du théâtre, j'ai 14 pages de projets. Et quel rapport avez-vous depuis votre retraite en juillet 2016 avec le sport en général? Est-ce que vous prenez une certaine distance ou... Oui, bien sûr. J'ai pris une certaine distance, j'ai vraiment basculé spectacle, théâtre, puisque j'ai rejoué 2 fois des grandes pièces. J'ai joué Marivaux en particulier, j'ai écrit des bouquins. Maintenant, je regarde souvent les événements. C'est-à-dire, lorsqu'il se passe quelque chose, lorsque 2 clubs, si c'est même genre Marseille-PSG, si c'est le handball par exemple, il y a eu les quarts, les demi, avec des Françaises qui nous ont bluffés. En ski, j'ai regardé les grandes descentes, là, oui. Donc j'ai un petit peu de recul, je suis pas dedans complètement comme avant. Et surtout aucun regret d'avoir quitté la télévision. Et est-ce que vous allez continuer vos documentaires sur le sport en général, ou est-ce que vous allez rester juste autour de la littérature? Je vais continuer, j'ai des projets de documentaires sur le sport et j'ai des projets de fiction aussi, de réaliser des fictions. J'ai commencé à écrire, j'ai des projets de spectacle aussi, de seul en scène comme on dit, one man show, avec 2 ou 3 thèmes différents. Ouais, j'ai plein de projets. Merci beaucoup pour cette interview. Merci.